vous comprenez tout de suite que ce courrier-là, cette requête en récusation, n'est pas arrivée chez le président de la République. Il y a eu, je peux m'avancer, une rétention. Parce que la loi oblige le président du Conseil supérieur de la magistrature de répondre, soit par le maintien du juge, soit par sa récusation. Il n'en est rien du tout. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de délai. Donc, aussi longtemps que le président de la République, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, n'avait pas répondu, Monsieur Henri Bouka, président de la Cour suprême, n'avait pas le droit d'examiner cette affaire. Alors, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelqu'un qui, ou bien des personnes qui avaient intérêt à ce qu'on accélère, parce que vous avez justement évoqué cela. Est-ce qu'il n'y a pas un Robert Bourgi derrière qui tire les ficelles? Mais très probablement. On va aller vers la fin de cette émission, Daniel-Henri Béret. Alors, au bout du compte, je retiens 4 noms qui m'intéressent dans ce dossier, au centre même de l'affaire, qui forment, tout à l'heure j'ai dit, je parlais d'une boucle. Sinon, le cercle, moi j'appellerais ça comme ça, et puis ça n'engage que moi, un cercle d'escrocs. Voilà, la vérité c'est ça. Et notamment, j'ai le nom. Le premier, c'est Henri Bouka, président de la Cour suprême. Vous avez Florent Thiba, le directeur de cabinet du président de la République, Sonny Mittal. Bon, alors Mittal, encore on peut comprendre, on ne sait pas comment est-ce que il gère cette affaire, mais il doit être au courant de tout ce qui se passe parce que c'est quand même le directeur ou le fondateur de RTL. Et vous avez également le directeur juridique de RTL, monsieur Max Bouilly. Voilà les 4 noms qui me viennent à l'esprit et que je retiens, qui forment un cercle d'escrocs. Là, je dis encore, je suis responsable de mes propos, ça ne vous engage pas. Alors, ma question, c'est de savoir, ne serait-il pas souhaitable que vous les traduisiez en justice pour escroquerie en bande organisée? Parce que là, il n'y a plus rien à expliquer, en fait. Les choses sont claires. C'est une bande qui s'est constituée, justement, en train d'instrumentaliser la justice pour s'emparer de votre créance. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce qu'il ne serait pas évidemment souhaitable que vous les traduisiez en justice pour escroquerie en bande organisée? Nous verrons ce que la loi, les mécanismes que la loi nous autorise, et au moment opportun, nous vous aviserons parce que ça sera un procès qui va faire beaucoup de bruit si jamais il a lieu. C'est un procès qui Mais va parce que moi, en éclabousser citant les beaucoup 4 de noms, personnes. je vais vous le dire, hein, il y a un 5e nom qui me venait aussi à l'esprit, mais après j'ai compris que ça ne peut pas sortir de lui, c'est le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, puisque Florent Thiba dit sur instruction du président de la République. Bon, après, c'est sûr et certain qu'il y a eu un retour. Il est quand même informé de tout ce qui se passe. Et quelle est sa réaction par rapport à cette lettre, à ce courrier dont on estime, ou que vous aviez estimé, a été certainement mal, les instructions avaient été mal transmises. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, jusqu'à présent, probablement, vous allez chercher à comprendre qui finalement tire les ficelles dans cette affaire. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui revient sur la créance de Monsieur Daniel-Henri Béret, ancien consultant d'Ouarit Congo, créance de l'ordre de 6 milliards de francs CFA que la société RTL qui avait racheté Ouarid tente de boycotter et donc ne veut absolument pas payer. Pourtant, RTL reconnaît formellement cette créance et avait déjà amorcé le paiement avant de se raviser sans raison apparente. Que s'est-il passé concrètement? Nous allons le comprendre avec notre invité, Daniel-Henri Béret. Bonjour, Daniel. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et bon vendredi à vous. J'espère que la journée a bien commencé pour vous. Oui, très bien commencé, et je l'espère aussi pour vous. Merci donc voilà, d'être avec nous sur R7.
Sur ce même plateau, vous dénonciez, dans ce dossier, hein, bien sûr, une ingérence des politiques dans cette affaire qui releverait pourtant du judiciaire. En exemple, le courrier du directeur de cabinet du président de la République, Florent Thiba, qui écrivait sur instruction du président de la République. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, rien que cette lettre pouvait attester évidemment cette ingérence de l'exécutif dont le judiciaire. Nous apprenions également que RTL Congo, par son directeur juridique, Max Bouille, c'est comme ça qu'on l'appelle, a invité des journalistes, je mets d'abord ça entre guillemets, que je ne citerai d'ailleurs pas de nom. Est-ce qu'entre-temps, le directeur juridique vous a contacté, avant même qu'il n'appelle des journalistes? Parce que je sais que lorsqu'on Euh, appelle des journalistes, c'est pour donner une information au public. non, je n'ai pas rencontré le directeur juridique de RTL. Il ne m'a jamais contacté. La seule fois où je l'ai rencontré, c'est au cours d'une rencontre devant l'inspecteur général des services de justice, Monsieur Guy Campacol. Et c'était à cette occasion que nous avons eu échangé et nous avons eu un débat ouvert. Mais non, à part cela, il ne m'a plus jamais appelé, je ne l'ai plus jamais revu. Et les journalistes non plus ne vous ont pas donné l'information, ça n'a pas fuité. De quoi ils ont parlé là-bas, puisqu'il s'agissait de votre dossier, bien sûr, le contentieux que vous avez avec Non, les RTL. journalistes n'ont pas voulu me donner justement le contenu de leur entretien. Et j'ai compris qu'il y avait sûrement des choses qu'ils ne voulaient pas dont je sois au courant. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre, mais nous avons quelques bribes d'informations qui nous sont parvenues par des canaux qui sont appropriés. Alors tout à l'heure, je faisais état donc du courrier adressé au président de la Cour suprême par le directeur de cabinet du président de la République, Florent Thiba. Alors pensez-vous que Florent Thiba instrumentaliserait la justice pour tenter de s'emparer de votre magot, permettez que j'utilise le terme comme ça, de votre créance avec la complicité de certains magistrats, il faut le dire comme ça, parce que cette affaire semble, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, je veux aussi savoir avec vous si réellement le courrier tel qu'écrit avait été instruit par le président de la République, puisque dans le courrier, on peut lire sur instruction du président de la République. Est-ce que vous avez mené quelques recherches là-dessus, des investigations pour savoir si réellement c'est le président de la République qui avait instruit qu'on écrive au président de la Cour suprême de surseoir l'exécution de la décision de justice qui était en votre faveur? Oui, Monsieur Perrin, nous avons des éléments probants et fondés. Effectivement, fin janvier 2023, notamment le 29 janvier, Monsieur Soni Mittal Barti, qui est le président du groupe Barti RTL, Monsieur le Cheikh Nayan bin Moubarak Al Nayan sont venus rencontrer le président de la République au palais présidentiel. Ils ont été reçus en audience et au cours de cette audience, le dossier Mbéré contre RTL a été abordé. Et il s'ensuit qu'il y a eu une instruction qui a été donnée au directeur de cabinet du président, qui était laquelle? Le président voulait savoir si les affaires qui concernent Mbéré Daniel et RTL Congo étaient telles que les interlocuteurs qu'il avait reçus en audience lui avaient transmis. Et donc, le directeur de cabinet a été instruit de procéder à une vérification des allégations portées par ses amis venus de l'étranger. Et lorsque nous lisons le courrier du directeur de cabinet du président de la République, nous comprenons qu'il y a eu comme une, on va dire, une instruction qui a été transformée, si le terme est approprié. On ne peut pas vous Oui. dire d'un côté d'aller vous enquérir de la situation pour qu'on prenne des dispositions appropriées et ensuite prendre un courrier pour faire un blocage de l'exécution d'un contrat. Parce que c'est ça, en fait, le problème, Monsieur Perrin. Il y a eu
blocage, sursis à exécution d'une décision de justice qui est liée à un litige concernant l'application des actes uniformes de l'OHADA. C'est strictement interdit par la Constitution. La Constitution de la République du Congo, notamment en son article 169, précise que l'exécutif ne peut ni statuer sur les affaires judiciaires, ne peut ni entraver et encore moins faire surseoir l'exécution d'une décision de justice. Alors, lorsque dans ce courrier, on vous dit que à ce propos, je vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires, et là je vous le lis, pour surseoir à l'application de la sentence susmentionnée. Cela suppose qu'on fait entrave, on fait blocage, on fait surséance d'une exécution d'une décision de justice qui pourtant a visé les actes uniformes de l'OHADA. Je pense que M. Perrin, c'est tellement clair qu'il y a comme un acharnement sur ma personne. Il suffisait que le ministre d'État, directeur de cabinet du président, puisse m'appeler afin que je puisse lui donner les éléments pertinents à la bonne compréhension de ce dossier. Et Alors, donc, le 3 pardon, avril, Daniel, tout à l'heure, vous disiez que vous avez l'impression que les instructions du président de la République ont été torpillées pour certainement d'autres fins qu'on va comprendre après. Et allusion faite, bien sûr, hein, à ce courrier du directeur de cabinet du président de la République, Florent Antiba. Je vais faire lecture de tout le courrier pour, évidemment, l'intérêt de nos téléspectateurs afin qu'on comprenne mieux ce qui se passe. C'est un courrier qui était adressé au président de la Cour suprême, voilà, de Brazzaville, par le directeur de cabinet du président de la République, donc Florent Tiba. Voici ce que dit le courrier. Monsieur le Président, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous adresser le courrier ci-joint opposant la société Artel Congo à Monsieur Mbéré Daniel Henry. Le verdict prononcé en 2014 par le tribunal de grande instance de Brazzaville et confirmé par la Cour d'appel en 2017 condamnait Airtel Congo à payer 5 milliards de francs CFA à ce dernier. Cette sentence a été annulée en 2018 par la Cour suprême qui a dessaisi les tribunaux de Brazzaville et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Ouesso. Et là, on change donc de circonscription judiciaire. Donc de Brazzaville, on envoie à Ouesso. Oui. Les différentes séquences de ce contentieux mettent en exergue les décisions fantaisistes et ont été régulièrement observées dans les tribunaux de la République. À ce propos, je vous prie de prendre toutes les dispositions, c'est la séquence que vous lisiez tout à l'heure, toutes les dispositions nécessaires pour surseoir à l'application de la sentence susmentionnée, notamment l'arrêt du 4 janvier 2023 de la Cour d'appel de Brazzaville et le sursis à exécution par le dit tribunal de toutes les actions civiles et ou voies d'exécution intentées par ou pour le compte de Mbéré. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a donc demandé que soit évoqué lors de la prochaine session du Conseil supérieur de la magistrature, cette situation qui décrédibilise notre justice et porte gravement atteinte au climat des affaires dans notre pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, c'est ça. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma considération distinguée. Ça, c'est Florent Tiba qui s'adresse au Premier Président, donc Président de la Cour suprême, c'est ça. C'est exact. Et tout à l'heure, je disais, on a changé la circonscription judiciaire. Pourquoi? Une affaire qui était traitée à Brazzaville, renvoyée vers Ouesso, pourquoi? Alors, M. Perrin, je vais vous expliquer très simplement ce qui s'est passé. Tout au long du processus judiciaire qui s'est passé au niveau des tribunaux de Brazzaville, donc la cour compétente, le tribunal compétent, c'est le tribunal de grande instance de Brazzaville, et la cour d'appel de Brazzaville, les juges de ces deux juridictions m'ont donné raison. Et lorsque Airtel
estiment qu'ils n'ont pas raison devant ces magistrats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi la Cour suprême du Congo-Brazzaville pour demander, par requête, que la Cour suprême statue sur, je vais mettre ça entre guillemets, une suspicion légitime d'absence d'impartialité et d'indépendance de la part du président de la Cour d'appel de l'époque et du tribunal de grande instance de Brazzaville, donc dans le même ressort. Et la Cour suprême a donné raison à RTL sans preuve. Et je dois dire, M. Perrin, que les magistrats qui ont été incriminés, notamment les magistrats du ressort de la Cour d'appel, n'ont jamais été saisis d'un quelconque mémoire à produire au président de la Cour suprême, tel que le veut les dispositions du Code de procédure commerciale, le Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, qui recommande que lorsque un juge est incriminé, il prépare un mémoire. C'est ce qu'on appelle la procédure du règlement des juges. Donc, ni le président de la Cour d'appel de Brazzaville, ni le président du tribunal de grande instance de Brazzaville n'ont fait de mémoire. Et pour vous dire, nous n'étions même pas à cette audience. Et la Cour suprême a rendu un arrêt de délocalisation de l'affaire, alors que la Cour suprême, dès lors que l'affaire concerne les actes uniformes relatifs à des créances, des litiges qui sont liés à des contrats, la Cour suprême n'est pas compétente. C'est un principe de droit fondamental. Alors, Daniel Mbéré, je pense que je vais faire un petit, comme qui dirait, une marche arrière pour essayer de mieux comprendre la situation. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé finalement à la justice, c'est-à-dire au tribunal, alors que, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il existerait un contrat en bonne et due forme, version anglaise, où tout est défini? Monsieur Perrin, lorsque la société Warid est vendue, vous savez très bien que Warid avait fait venir à Brazzaville plusieurs étrangers, dont des Pakistanais avec qui nous avons sympathisé. Et parmi ces Pakistanais, il y avait des cadres qui étaient en bonne relation avec le prince d'Abu Dhabi Group et moi-même. Et lorsque le prince a décidé de vendre, ils étaient bel et bien au courant qu'il y avait justement en préparation un contrat qui a été signé finalement le 4 novembre 2013. Mais avant ça, il y avait une lettre d'intention entre M. Sony Mittal et M. le Cheikh Nayan, dans laquelle M. Sony Mittal prenait l'engagement de payer toutes les dettes irrelatives, notamment pour Warid Ouganda et Warid Congo, ce qui a été fait. Je pense que je vous ai envoyé cette lettre, elle est en couleur, elle est lisible. Il y a même le passeport en clair de M. Sony Mittal Barti. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans l'authenticité. Ensuite, le contrat de cession des actions est signé. Mais ce contrat-là, il est signé en version anglaise et en version française. De sorte que, même à la page 42 du contrat, il est bien mentionné qu'en cas de différence entre la version anglaise et la version française, vous voyez très bien que les deux versions existent, puisque le contrat lui-même, il le dit. Oui. La version anglaise produira un peu plus d'effet juridique. Et c'est écrit dans le contrat. Donc, nous avons attendu de voir le contrat en anglais. Je peux vous confirmer que RTL refuse catégoriquement de produire ce contrat en anglais parce que dans ce contrat en anglais, nous aurions accès à des informations un peu plus précises sur la créance dont se prévaut M. Mbéré Daniel Henri Patrick. Et comme quoi, même vous n'aviez jamais lu ce contrat version anglaise. Vous n'avez jamais vu ça. On ne l'a jamais présenté. Monsieur Perrin, le contrat en version anglaise, je l'ai vu en coup de vent auprès d'une entreprise qu'on appelle KPMG. C'était un auditeur de la transaction fusion-absorption entre Warid Congo et RTL. Et j'ai rencontré un certain monsieur Robert
Ken, qui était justement un Camerounais et qui était directeur de KPMG Congo à l'époque, il nous a montré la version anglaise. Et lui, lorsque nous nous sommes revus avant son départ, parce qu'on commençait lui aussi à lui faire un peu des petites menaces, il m'a dit qu'il a prévenu RTL que la créance de M. Mbéré, tôt ou tard, vous la payerez parce qu'elle est inscrite dans le contrat. Et c'est une créance qui est certaine, liquide et exigible. Vous ne pourrez pas vous en départir. De quelle façon? De quelle manière? Par quel mécanisme? Et il leur a même dit que vous ne pourrez l'éteindre que par le paiement libératoire. C'est ce que M. Robert Ken m'avait dit. Est-ce que Et après, j'ai appris cette qu'il pièce, quittait le Congo. est-ce que cette pièce, je parle bien sûr, hein, on est encore sur le contrat, version anglaise bien entendu, a été versée au niveau de la justice congolaise? RTL ne l'a jamais versé au niveau de la justice congolaise. Monsieur Perrin, je vais vous dire, à l'époque, il y avait un procureur général qui a été radié aujourd'hui, Monsieur Michel Onyangue, qui avait convoqué justement RTL à travers son directeur général de l'époque, qui était Monsieur Benoît Janin. Je pense que c'était un Français. Et au cours de cette rencontre, il y avait mes avocats, les avocats d'RTL et Monsieur Max Bououi, directeur juridique de RTL. Mmh. Monsieur Onyangue, procureur général près la cour d'appel, a demandé clairement et de la façon la plus polie à Monsieur Benoît Janin si il pouvait y avoir production de l'acte de cession en anglais et en français. Et Monsieur Benoît Janin de promettre de emmener cette pièce le lundi qui suivait parce qu'on s'attendait un week-end. Et à notre grande surprise, c'est le procureur général près la Cour suprême d'antan, M. Gilbert Mouyabi, qui non seulement a saisi son procureur général de la Cour d'appel, donc M. Michel Onyangue, verbalement, mais qui lui a aussi adressé un courrier dans lequel il lui interdit de demander le contrat de cession des actions en français et en anglais à RTL Congo. Monsieur Onyangue Michel est encore vivant. J'ai vu ce courrier. Ce courrier existe. Ça veut dire que donc le ministère public n'avait pas voulu que cette pièce pertinente qui viendrait éclairer la lanterne de la justice puisse arriver sur la table de la justice. Donc déjà, à ce stade, il y avait déjà des garde-fous. Daniel Béré, lorsque le directeur de cabinet du président, donc je parle de Florent Tiba, écrit au président de la Cour la lettre, le courrier qu'on venait de lire tout à l'heure, en réalité, il est adressé au président de la Cour suprême, mais curieusement, une personne inconnue est venue vous le déposer, vous avez dit, sous votre, Portail. comment on appelle ça, votre portail. Oui, c'est exactement ça. Dans ce courrier, Florent Tiba, en fait, rappelle les instructions du président de la République. C'est ce que j'ai cru comprendre en écrivant au président de la Cour. Est-ce que vous avez cherché à comprendre si réellement les termes, parce que tout à l'heure, évidemment, vous l'avez dit, les instructions avaient été certainement, semble-t-il, torpillées pour atteindre d'autres fins. C'est aussi possible. Mais est-ce que vous avez fait vérifier le courrier, par exemple, au niveau, je ne sais pas si c'est possible, des services de la présidence pour chercher à savoir si l'instruction qui avait été donnée donc, dans ce courrier venait réellement de la présidence de la République? Monsieur Perrin, je vais vous surprendre. Le 3 avril 2023, lorsque je suis reçu par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, je suis venu le voir justement pour la cause de ce courrier. Et il m'a reçu. Et lorsqu'il me reçoit, je lui fais état de la réalité de la situation, de la réalité du problème. Je lui fais, il entre en possession justement par ma voix du contrat de cession des actions du 4 novembre 2013 en version française. Et je vous ai dit dans notre émission précédente qu'il en était surpris parce qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un contrat. Je peux donc supposer que M. Sony Mittal et les interlocuteurs du groupe Abu Dhabi, donc M. Nayan, n'ont pas dit au chef de l'État qu'il y avait un contrat.
Ils sont simplement venus dire au président que si M. Mbéré arrive à exécuter sa décision, nous allons mettre la clé sous le paillasson. Donc, lorsque nous discutons avec le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il ne conteste pas son courrier, puisqu'il me dit en termes clairs, nous allons nous retrouver avec le directeur juridique du président de la République et ensemble, tous les trois, donc lui, monsieur le directeur, le conseiller juridique du président de la République et moi, Mbéré Daniel, pour élaborer un courrier de reconsidération de son courrier à lui parce qu'il dit qu'il a été induit en erreur. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il reconnaissait que le courrier était authentique. Mais donc, l'instruction de surseoir la procédure venait de qui concrètement? L'instruction de surseoir la procédure du président. L'instruction de surseoir la procédure venait du ministre d'État parce que c'est lui qui l'écrit. Il a reçu une instruction sans doute du chef de l'État, du président de la République, mais est-ce que l'instruction qui est reportée sur le document correspond exactement à l'instruction qui a été donnée par le président de la République? Parce que je suis sûr que si le président de la République avait eu les bonnes informations, notamment l'existence d'un contrat qui lie M. Mbéré à Airtel, à Abu Dhabi Group, et qui les somme justement d'accomplir leurs obligations contractuelles, je pense que le président aurait eu un autre regard sur la question. Alors, et quitte à même peut-être me faire appel. Oui, d'accord, oui. Alors, lorsque l'on évoque évidemment le directeur de cabinet du président de la République, M. Florent Thiba, c'est vrai, ici, il écrit au président de la Cour, c'est une chose. Mais à rencontrer les partenaires, disons les responsables de RTL, j'allais dire le fondateur de RTL, au Radisson, lui, c'est le directeur de cabinet du président de la République. Et pourquoi il se retrouve à tous les niveaux comme pour essayer un peu de... Voilà. Et il se retrouve, en fait, cette fois-là, en face des partenaires, des responsables de RTL. C'est exact. Il y a eu une rencontre au Radisson la veille de la rédaction de ce courrier. Et la rencontre a été faite nuitamment. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein, parfois, il est dit que une image vaut Parle mieux 1000 fois que la parole, oui, oui. Voilà. Et donc, je me pose la question de savoir si le ministre d'État a parlé avec M. Sinomital et M. Nayan dans une langue qu'il connaît, parce que ces deux personnages parlent anglais. Ils ne parlent pas un mot de français. Et il aurait été de bon augure que la rencontre se passe dans son bureau officiel, à la présidence de la République. Mais la rencontre a lieu au Radisson. Oui, je suis en droit de vous poser ma question, en fait. C'est l'intérêt de ma question parce que Florent Thiba quitte son bureau ou chez lui. C'est quand même le directeur de cabinet du président de la République qui va rencontrer un partenaire commercial à l'hôtel Le Radisson. Oui, c'est exactement ce que dit la photo. La rencontre, moi je veux bien qu'il y ait rencontre, mais elle aurait dû avoir lieu, par exemple, pourquoi pas, comme vous l'avez dit, dans le cabinet de Florent Thiba, ou peut-être chez RTL, pourquoi pas. La société RTL est installée au Congo-Brazzaville, ils ont des bureaux là-bas. Pourquoi ne se sont-ils pas rencontrés, soit à RTL ou dans son bureau à lui, à la présidence, si c'est là-bas qu'il travaille? C'est un grand point d'interrogation que vous posez. Je ne peux pas trouver les éléments de réponse. Bon, en fait, c'est une question que normalement Florent Thiba lui-même. Oui, vous devriez poser au ministre d'État qui pourra peut-être vous répondre de façon plus succincte de la raison pour laquelle il s'est déporté au Radisson nuitamment pour rencontrer les partenaires économiques que sont Abu Dhabi Group et Warid. Et je peux vous signaler quand même que le patron de Abu Dhabi Group est une Altesse royale. Bon. Donc, je pense qu'il a fait peut-être ce déplacement pour la préséance.
Alors, Daniel Béré, nous apprenions également que du 12 mai au 1er juin 2025, Henri Boucard, vous le connaissez très bien, c'est le président de la Cour suprême, était au séjour médical, il faut appeler ça comme ça, en France, et qu'il a instruit qu'on lui transmette votre dossier depuis la France, là où il était. Et donc, on envoyait un émissaire, c'est ce que nous avions appris, qui est venu chercher le dossier à Brazzaville pour l'envoyer en France. Oui, Monsieur Perrin, j'ai eu vent de cela. Vous savez que mon dossier est au tribunal de Brazzaville, au palais de justice de Brazzaville, depuis plus de 10 ans. Et il faut dire que on y compte beaucoup d'amis qui sont acquis à notre cause et qui suivent un peu le déroulé de cette affaire. J'ai été justement prévenu de l'absence du président de la Cour suprême qui voyageait sur Paris pour des raisons que j'ignore. Mais bon, après, j'ai cru apprendre qu'il voyageait sur Paris pour des raisons médicales. Et ce voyage a eu lieu le 12 mai, 2025. Et son séjour a duré jusqu'en début du mois de juin. Alors, j'ai aussi appris, comme vous le dites, qu'il avait demandé que le dossier Mbéré, notamment dans son entièreté, et Lui soit avec, transmis en France, oui. voilà, avec le rapport rédigé par la juge rapporteure, Madame Ngapika Marcel, que le dossier lui soit transféré en France. Alors, je vais vous étonner, Monsieur Perrin. Ce jour-là, il n'y avait pas d'électricité au palais de justice, ce qui m'a été rapporté. Et on a allumé le générateur du palais de justice parce qu'il fallait faire un tirage du dossier. Et lorsque cette opération a pris fin, le dossier a été remis à une tierce personne qui l'a mis dans une enveloppe kaki d'un certain volume et cette personne n'était pas assermentée. Et cette personne-là a pris l'avion le soir même de la remise du dossier pour qu'il soit transmis au président de la Cour suprême sur la place de Paris alors qu'il était venu pour ses soins ou son contrôle médical. C'est ce que j'ai appris. Et comme vous venez de le dire, je suis surpris qu'un dossier ait pu obtenir un visa. C'est-à-dire que l'ambassade de France a délivré un visa à ce dossier. Le dossier appartient à la République du Congo et appartient au greffe de la République du Congo. Je ne comprends pas comment ce dossier se retrouve à Paris. Qu'est-ce que ce dossier est allé faire Mais à Paris? c'est le gros point d'interrogation. Pourquoi avoir demandé, évidemment, qu'on lui transmette ce dossier-là en France pour statuer sur quoi concrètement? Seul dans sa chambre, en train de Je ne sais traiter le pas. dossier ou... Je, je ne pourrais vous répondre, Monsieur Perrin. Vous savez, à la Cour suprême, il y a des procédures. C'est le juge rapporteur qui termine tout son travail. Et une fois que le travail est terminé, le travail repart vers le premier président de la Cour suprême, qui, lors du délibéré, c'est lors du délibéré qu'on examine tout le dossier. Mais comment, avant même que le délibéré ait lieu, le dossier a déjà pris les pieds ou des ailes pour se retrouver sur la place parisienne? Mais vous savez, ça fait très mal d'entendre des choses pareilles. Je ne crois pas qu'un juge français viendra au Congo, on demandera au greffe du tribunal de Saint-Michel à Paris de lui envoyer le dossier à Brazzaville. Il va le traiter, il va regarder les aspérités et il va corriger ce qu'il faut corriger et il va le renvoyer à Paris pour venir le juger. Non, je pense que tout ça pose un peu un questionnement. Et mais, Monsieur Perrin, je vais encore ajouter, j'avais recusé le président de la Cour suprême le 25 juillet 2024. Je l'ai recusé. Henri Au Boucal, motif, hein? oui, le président Henri Bouka, je suis l'un des premiers Congolais qui, en application de la loi, j'ai recusé Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur Henri Bouka, au motif tiré que
à partir du courrier qui lui avait été envoyé par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il y avait suspicion légitime d'absence d'indépendance et absence d'impartialité. C'est un motif suffisant pour recuser le président de la Cour suprême, le juge concerné. Parce que, M. Perrin, vous avez lu le courrier. Le premier président de la Cour suprême, je l'ai dit dans l'émission précédente, a reçu le dossier du conflit Mbéré-Hertel le 31 janvier 2023, alors que le pourvoi de Hertel n'était pas encore pendant devant lui. Donc Hertel n'avait pas encore déposé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Hertel ne va déposer son pourvoi que 6 mois plus tard, c'est-à-dire conformément au cachet qui est fait foi, le 19 juillet 2023, et c'est cacheté. Donc je ne comprends pas comment le juge qui est chargé d'examiner le dossier a eu connaissance de l'affaire avant qu'elle ne lui soit soumise. C'est encore très grave. Je peux considérer aujourd'hui que le juge avait déjà pris une position dans ce dossier, puisqu'il connaît le dossier avant qu'il ne soit pendant devant lui. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, Monsieur Christian, que nous avons jugé que le président de la Cour suprême n'était pas compétent à pouvoir examiner le litige pour lequel, d'ailleurs, sa Cour n'est pas compétente. Parce qu'en matière de contrat, que ce soit clair, le contrat, c'est une obligation commerciale. Le contrat est régi par ce qu'on appelle la loi des parties. C'est la volonté manifeste des parties. Et nul ne peut modifier ce contrat sinon que de la volonté des parties elles-mêmes. Mais, M. Perrin, la Cour suprême doit savoir que le Congo est signataire du traité OHADA. Et ce traité OHADA est protégé par l'article 223 de notre Constitution. Le traité OHADA a autorité supérieure sur les lois internes. La Cour suprême du Congo juge selon la loi interne. Lorsque vous avez des dispositions du traité qui ont une autorité supérieure à la vôtre, vous vous en écartez. Et pour être plus précis, M. Mbéré n'est pas commerçant. M. Mbéré représente la partie non commerçante. Mais M. Mbéré poursuit la partie commerçante RTL qui est signatrice du contrat. À ce titre-là, M. Mbéré bénéficie du choix mixte de juridiction. Je vous explique, M. Christian. La loi est claire et c'est un principe de droit fondamental. Vous avez le choix de choisir votre juge naturel selon que vous êtes non commerçant ou commerçant. Dans le cas d'espèce qui est le mien, je suis partie non commerçante, j'ai choisi le juge civil. Et dès lors que ce juge civil ou ce juge commercial, vous avez le choix mixte, c'est un principe élémentaire de droit, vous allez devant ce juge et ce juge-là, lorsque vous évoquez les dispositions de l'OHADA, le rôle de la Cour suprême s'arrête. L'affaire monte en cour d'appel. Ensuite, tout de suite, elle prend une direction qui est la Cour commune de justice et d'arbitrage qui, en ses articles 13, 14 et article 10 du règlement du traité, est formelle. La CCGA est compétente pour statuer sur tout litige rendu par les cours d'appel des États partis. C'est ce que nous avions eu le 4 janvier 2023. La Cour d'appel de Brazzaville a rendu une décision, un arrêt, qui est en conformité avec le contrat. Ce que je ne comprends pas, M. Christian, c'est que RTL se plaint de quoi? Des juges. Mais RTL se plaint des juges qui ont rendu des arrêts contraires au contrat. La Cour suprême n'est pas compétente. Ça, c'est déjà un principe élémentaire. Les autres cours, que ce soit Wesso ou que ce soit Owando qui ont statué sur ce dossier, ne sont pas compétentes puisque la Cour d'appel de Brazzaville avait déjà rendu sa décision conformément au contrat. Qu'on vienne nous démontrer que le président de la Cour d'appel de Brazzaville de l'époque,
et le tribunal de connaissance de Brazzaville de l'époque avaient rendu des décisions contraires au contrat. C'est faux. Ils ont rendu tous des décisions conformément aux dispositions du contrat. Et vous verrez, M. Perrin, qu'il y a une disposition qu'on appelle la disposition 1.14. Elle est claire. La procédure commence au tribunal et le cas échéant, nous parlons français, on ne parle pas François, le cas échéant à la cour d'appel. Ensuite, le contrat avait bien mentionné que c'est la CCGA, donc la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, ou la Cour arbitrale de Londres, parce que M. Perrin, M. Christian Perrin, il faut se le dire, ce contrat a en son sein consubstantiellement une convention d'arbitrage avec des mandataires irrévocables qui sont désignés, de sorte que si le groupe Abu Dhabi Group ou le groupe Warid ou Airtel estimait que la créance de M. Mbéré n'est pas réelle ou n'est pas conforme, ces entités, selon le contrat qu'ils ont eux-mêmes signé librement, avaient le loisir, je dis bien le loisir, de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA par les mécanismes qui sont appropriés et de contester cette créance. Monsieur Perrin, Monsieur Christian Perrin, cela n'a jamais été fait. Il y a un dysfonctionnement au niveau de la justice congolaise, c'est la vérité. En plus, ça saute à l'œil, et ça, on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre ce qui se passe. Et moi, aujourd'hui, en fait, à travers cette émission, c'était de comprendre qui finalement est en train d'instrumentaliser la justice congolaise pour probablement s'emparer, évidemment, de votre créance, parce que rien n'est clair jusque-là. Une créance pourtant reconnue par RTL, qui avait même amorcé le paiement avant de se raviver. Et on n'a jamais expliqué le pourquoi. Vous êtes arrivé au tribunal et lorsque vous me parliez de la juge rapporteur, je me rappelle également, c'est à cette juge, c'est-à-dire Marcel Ngapika, c'est à elle que le premier président de la Cour avait demandé de ne pas notifier les pièces que vous aviez fournies au greffe oui, c'est du exactement tribunal. cela. C'est la même dame, c'est une dame avec un visage jovial. Et lorsque nous avons notifié, enfin déposé justement le pourvoi, le bordereau des pièces complémentaires le 27 janvier 2025 au greffe avec accusé réception, les actes de notification avaient été montés. Je vous le précise. Les actes de notification avaient été montés. De sorte que le greffe devait notifier à RTL les documents, les actes qui étaient montés pour que RTL vienne y répondre. Il se trouve que le président de la Cour suprême a eu connaissance de l'existence de la notification de ces actes. Il a demandé à la juge rapporteure de les lui emmener. Il a demandé aussi à ses collaborateurs qui sont au greffe de les lui emmener. Et il leur a dit de ne pas notifier cette pièce-là à RTL Congo. Parce que son nom ou bien sa fonction y figure. Ces actes n'ont jamais été notifiés à RTL. RTL ne s'en est jamais expliqué. Pour revenir à ce que vous dites. Ne pas notifier ce bordereau, ces pièces. C'est une faute très grave. Parce que son nom y figure, lui, le premier président de la Cour suprême. Oui. Qu'est-ce qu'il redoutait concrètement? Je ne sais pas que le courrier soit évoqué lors de la plaidoirie, parce que nous avons eu une plaidoirie devant lui le 16 avril 2025. Il redoutait justement que nous puissions évoquer les aspects en profondeur de ce dossier. Parce que, M. Perrin, cette lettre-là, ils en ont eu une peur bleue. C'était même, je veux dire, leur bête noire. Tout repose autour de cette lettre. Cette lettre montre qu'il y a eu une ingérence. Pendant que vous allez évoluer, il y a une idée qui me traverse la tête. C'est-à-dire, Henri Bouka redoute que son nom figure sur la transmission, évidemment, du bordereau, c'est-à-dire des pièces que vous avez fournies chez le greffe du tribunal.
il ne veut pas que cela apparaisse sur le dossier qu'on va envoyer chez RTL. D'accord. Oui. Ça veut dire que déjà là, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il est en train de redouter. Et en Déjà, amont, il y a nous avons rappelé qu'il était en séjour médical en France. Et là-bas, il a demandé qu'on lui transmette le dossier. Est-ce que je peux comprendre par là qu'il a dû avoir des contacts avec les responsables de RTL en France, à Monsieur qui Christian, certainement il a dû prendre des engagements, ben voilà, de régler cette affaire à sa manière, et qu'il redoutait que lorsqu'on va transmettre finalement les dossiers, que son nom n'y figure pas, pour que RTL ne trouve pas en lui quelqu'un qui fait le double jeu. Monsieur Christian, je ne peux même pas répondre à cette question parce que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. J'ai eu l'impression que le président de la Cour suprême devenait une partie au procès. Il avait déjà un parti pris. Et lorsque un juge a déjà un parti pris, le procès devient inéquitable. La Constitution consacre que tout citoyen congolais a droit à un procès équitable. Or, dès lors que la Cour ou que le juge qui est en charge du dossier refuse que des pièces pertinentes à la compréhension de l'affaire viennent sur sa table au motif que son nom y serait cité et que le nom du président de la République y serait peut-être cité et que le nom du ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République y serait cité, qu'il redoute que cela soit exposé devant une salle d'audience, cela suppose que le président de la Cour suprême était devenu une partie au procès. Donc, le procès était devenu inéquitable. Et vous savez très bien que lorsqu'un procès est inéquitable, il encourt annulation. C'est-à-dire que l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême n'est pas opposable à M. Mbéré. Et je vais aller plus loin, M. Perrin. L'arrêt du 4 janvier 2023, rendu par la Cour d'appel de Brazzaville, nous l'avons notifié à la société RTL Congo en lui faisant savoir par voie d'huissier qu'elle avait le loisir d'aller ou déposer un pouvoir auprès de la Cour compétente qui est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. C'est un principe parce que nous sommes en OADA. Et RTL a pris la poudre d'escampette. RTL ne s'est pas présenté à Abidjan. RTL a fui Abidjan pour des raisons qui lui sont propres. Et je vous ai dit dans ma première émission que la Cour de l'OADA, notamment les services du greffe, le 11 août 2023, nous ont délivré un certificat de non-pourvoi en cassation. De sorte que, Monsieur Christian, l'arrêt du 4 janvier 2023 dont s'agit et pour lequel le directeur de cabinet du président de la République demande de surseoir à son exécution a acquis autorité de la chose jugée. On ne peut plus y revenir. Je suis d'autant surpris que le président de la Cour suprême, qui est au courant que ce certificat de non-pourvoi existe, je lui ai écrit, je lui ai transféré ce courrier. Il a le certificat de non-pourvoi en cassation dans mes correspondances que je lui ai adressées. Je lui en ai adressé même d'ailleurs plusieurs. Il les a. Lorsqu'il voit cette pièce, mais il sait très bien qu'il ne peut pas, lui, 2 ans plus tard, casser une décision qui a déjà acquis autorité de la chose jugée, M. Perrin. Enfin, aujourd'hui, quid? Quelle est la décision qu'on va exécuter? Celle de la Cour incompétente de la Cour suprême ou bien celle de la Cour compétente de l'OADA? Vous voyez que ça pose un problème de conflit entre la CCGA et la Cour suprême du Congo-Brazzaville. C'est très, 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 très grave. Je suis inquiet pour l'existence du traité OADA. C'est inquiétant, M. Perrin. Il faut que le ministre de la Justice tranche sur ce Évidemment, problème. c'est très inquiétant. Mais je reviens sur... tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez révoqué Henri Bouka parce que vous ne voyez pas clair dans ses démarches, dans son approche. Mais qui l'a maintenu finalement? Bien. Nous avons recusé M. Henri Bouka le 25 juillet 2024. La procédure veut que lorsque la récusation porte sur la personne du président de la Cour suprême du Congo, la requête en récusation est transmise
au président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, nous avons déposé le courrier au cabinet du chef de l'État. Oui. Alors, je vous laisse tout de suite comprendre vers qui le courrier est allé et pourquoi il n'y a pas eu une récusation en bonne et due forme. Mais le principe est... Je comprends la boucle se ferme voilà, déjà là. Voilà, la boucle est fermée. Vous comprenez tout de suite que ce courrier-là, cette requête en récusation, n'est pas arrivée chez le président de la République. Il y a eu, je peux m'avancer, une rétention. Parce que la loi oblige le président du Conseil supérieur de la magistrature de répondre, soit par le maintien du juge, soit par sa récusation. Il n'en est rien du tout. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de délai. Donc, aussi longtemps que le président de la République, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, n'avait pas répondu, Monsieur Henri Bouka, président de la Cour suprême, n'avait pas le droit d'examiner cette affaire. Alors, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelqu'un qui, ou bien des personnes qui avaient intérêt à ce qu'on accélère, parce que vous avez justement évoqué cela. Est-ce qu'il n'y a pas un Robert Bourgi derrière qui tire les ficelles? Mais très probablement. On va aller donc vers la fin de cette émission, Daniel-Henri Béret. Alors, au bout du compte, je retiens 4 noms qui m'intéressent dans ce dossier, au centre même de l'affaire, qui forment, tout à l'heure j'ai dit, je parlais d'une boucle. Sinon, le cercle, moi j'appellerais ça comme ça, et puis ça n'engage que moi, un cercle d'escrocs. Voilà, la vérité c'est ça. Et notamment, j'ai le nom. Le premier, c'est Henri Bouka, président de la Cour suprême. Vous avez Florent Thiba, le directeur de cabinet du président de la République, Sonny Mittal. Bon, alors Mittal, encore on peut comprendre, on ne sait pas comment est-ce qu'il gère cette affaire, mais il doit être au courant de tout ce qui se passe parce que c'est quand même le directeur ou le fondateur de RTL. Et vous avez également le directeur juridique de RTL, monsieur Max Bouilly. Voilà les 4 noms qui me viennent à l'esprit et que je retiens, qui forment un cercle d'escrocs. Là, je dis encore, je suis responsable de mes propos, ça ne vous engage pas. Alors, ma question, c'est de savoir, ne serait-il pas souhaitable que vous les traduisiez en justice pour escroquerie en bande organisée? Parce que là, il n'y a plus rien à expliquer, en fait. Les choses sont claires. C'est une bande qui s'est constituée, justement, en train d'instrumentaliser la justice pour s'emparer de votre créance. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce qu'il ne serait pas évidemment souhaitable que vous les traduisiez en justice ou escroquerie en bande organisée? Nous verrons ce que la loi, les mécanismes que la loi nous autorise, et au moment opportun, nous vous aviserons parce que ça sera un procès qui va faire beaucoup de bruit si jamais il a lieu. C'est un procès qui va parce que moi, en éclabousser citant les 4 noms, personnes. je vais vous le dire, il y a un 5e nom qui me venait aussi à l'esprit, mais après j'ai compris que ça ne peut pas sortir de lui, c'est le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, puisque Florent Thiba dit sur instruction du président de la République. Bon, après, c'est sûr et certain qu'il y a eu un retour. Il est quand même informé de tout ce qui se passe. Et quelle est sa réaction par rapport à cette lettre, à ce courrier dont on estime, ou que vous aviez estimé, a été certainement mal, les instructions avaient été mal transmises. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, jusqu'à présent, probablement, vous allez chercher à comprendre qui finalement tire les ficelles dans cette affaire. Mais ça ne peut pas Monsieur être... Christian, Monsieur RTL est une Christian, société, hein. Monsieur Christian, je voudrais le dire ici solennellement que le président de la République a été mal renseigné. On lui a apporté des informations qui étaient fausses. Si le président de la République avait eu connaissance de l'existence du contrat en version anglaise et qu'il eût vu mon nom, parce que Mbéré, le nom Mbéré, c'est un nom qu'il connaît. C'est un nom qu'il connaît très bien. Je pense que le président aurait eu une autre attitude et les choses se seraient peut-être déroulées autrement. Et il m'aurait même fait chercher, il m'aurait appelé, fait chercher pour dire, mon fils, viens un peu m'expliquer les tenants et les aboutissants.
de cette affaire parce que j'aimerais comprendre. On est venu t'accuser dans mon palais, mais moi, en tant que sage, j'ai le devoir d'écouter aussi un fils et un fils de la nation. Donc, cette démarche n'a pas été faite. Ça veut dire que le président a écouté un seul son de cloche. Mais ce son de cloche-là est venu lui mentir. Je le lui dis officiellement et solennellement, Monsieur le Président de la République, les explications qui vous ont été données par Monsieur Sonny Mittal ne sont pas les vraies. Monsieur Sonny Mittal ne vous a pas présenté le contrat de cession des actions en anglais qui mentionne bien la créance de Monsieur Mbéré. Mais Monsieur Christian Perrin, pour vous dire encore, je vais revenir encore sur un aspect très important. Il y a eu 21 bonhommes, des agents d'Airtel, de Warid plutôt, qui devaient être payés, chacun, je dis bien chacun, la somme de 80 millions de francs CFA, soit un total de 1 milliard 680 millions de francs CFA. Je vous ai dit encore, et j'ai les chèques devant moi, ces jeunes-là, j'ai les chèques ici, j'ai les chèques de un certain monsieur Sinclair Charel Ngwakamabé, qui a reçu on va peut-être pas 4 citer millions, les noms, pardon, on va pas citer les noms de ceux qui ont perçu l'argent et parce qu'on ne sait un jamais. autre C'est le monsieur. Congo-Brazzaville, vous voyez de quoi je Alors, parle. Lorsque vous dites au Congo qu'un tel a touché tant d'argent et autres, généralement, ça passe pas très bien dans les familles, donc mieux vaut ne pas citer leur nom, mais bon, on l'a compris parce que si c'est des pièces qu'il faudra ça date de, fournir un 2000, ça jour, on date le de fera. 2013. Mais on a C'est de compris, 2013. voilà. Oui, Ça date pardon? de 2013. Ah, Donc, donc, s'il y avait de l'argent, s'ils avaient perçu de l'argent, c'était fini. Bon, là, on peut ah citer oui, les noms, oui. il n'y a pas de Ça souci. date, non, l'échec date du 21 octobre 2013. Bon, là, on peut citer les noms. Je sais que l'argent est fini. Voilà. Donc, Je il craignais y a seulement que les aussi. bébés noirs puissent les visiter, hein. Oh non, 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 pas du tout. 2013, ça fait 10 ans. 4 500 000, je crois qu'en 10 ans, Bien, voilà. si vous Là, consommez. on peut citer les euh, noms pour que, voilà. voilà, que Et chacun monsieur soit. Ghislain Mounaka, qui avait reçu chacun 4 500 000 au lieu de recevoir 80 millions de francs CFA. Alors, monsieur Christian, faites C'est-à-dire des 80 mathématiques. millions de francs CFA par personne, c'est ça? 80 millions de francs CFA tel que le mentionnait le contrat. Chacun. Par individu, Pas, oui, pas l'ensemble. Oui, par individu. oui. Et donc, ils n'ont reçu que 4 500 000, mais l'avocat s'est fait payer directement à la source. Comment ça? Eh bien, je ne sais pas, vous voyez. Sur L'avocat, 80 millions, quelqu'un accepte qu'on lui paye 4 millions? mais monsieur Christian Perrin, le contrat de cession des actions était la poule aux œufs d'or. Il ne fallait pas le montrer pour que les gens en prennent connaissance, puisque moi-même, je l'ai su que bien après. Ces jeunes-là, on leur a dit, vous avez constitué avocat, on vous donne 4 millions ou 5 millions, déduit de 500 000 francs par personne pour votre avocat. Et donc, on leur monte un chèque de 4 500 000 au lieu de 80 millions de francs CFA. Et donc, ils ont perdu chacun 75 millions de francs CFA. Multiplier 75 millions de francs CFA par 21 individus, je peux vous dire que ça fait une belle somme. Et cette somme-là a été maintenue par ceux qui ont fait la transaction. Mais monsieur Perrin, je vais vous donner encore un détail croustillant. Dans cette affaire, il y a ce qu'on appelle la stipulation pour autrui. Je pense que vous êtes un journaliste chevronné, vous devez savoir ce que c'est. C'est une disposition du Code civil, article 1205. La stipulation pour autrui dit quoi? Il y a un stipulant, qui était donc le groupe Abu Dhabi Warid. Il y a un promettant remettant, qui est Airtel, et il y a un tiers bénéficiaire qui est votre humble serviteur, M. Mbéré Daniel Henri Patrick. Alors, partant de cette allégation, lorsque le Cheikh Nayan, donc le prince d'Abu Dhabi, vend Warid à 100%, il stipule, je vous vends mon entreprise, on va prendre un chiffre pour que nos frères congolais comprennent bien, il vend l'entreprise à 1000 francs. Et il dit à RTL, bon, ben,
Au lieu de me donner les 1000 francs, donnez-moi 900 francs, mais les 100 francs restants, vous allez payer toutes les dettes qui sont les miennes. C'est ce qu'on appelle le promettant remettant. Mais Et là, je nous comprends sommes donc que les finalement, bénéficiaires. ça veut dire que même pour payer votre créance, l'argent était presque disponible. C'est ce que j'ai compris. L'argent a été provisionné et RTL a distrait les fonds. Il faut se le dire. Ce n'est pas l'argent d'RTL, comme ils tentent de le faire croire. RTL est en train de vouloir faire blocage du paiement parce que RTL a consommé une somme d'argent qui lui avait été remise pour un transfert vers les propriétaires de cette somme d'argent. Donc, M. Perrin, vous comprenez aisément que c'est un vol. C'est C'est du carrément un vol, vol. oui. C'est C'est ça un la vol. conclusion. Ce n'est C'est un pas leur vol. argent. Lorsqu'ils vont dire chez le président de la République que, Monsieur le Président, si Monsieur Mbéré arrive à ses fins, nous mettons la clé sur le paillasson. Poutre de perlimpinpin. C'est un mensonge grossier. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, tout le monde comprendra que RTL est une entreprise de très mauvaise foi. Il y a eu vol et ils doivent remettre l'argent qui ne leur appartient pas parce que ça ne sert à rien d'aller arpenter la Cour suprême, d'aller arpenter les juridictions pour obtenir gain de cause par des mécanismes que vous avez compris aisément. Monsieur Mbéré a raison. Monsieur Mbéré a raison. Je le répète encore, Monsieur Mbéré a raison. Monsieur Christian Perrin, la Cour de justice et d'arbitrage retient sa compétence, même en cas d'application du droit national ou du droit interne que aurait utilisé l'État partie lorsque l'affaire examinée par les juges de fond est relative à l'application d'un ou des actes uniformes ou des règlements prévus au traité OHADA. Et ce, alors même que les 10 juges du fond auraient dans leur décision appliqué le droit national aux faits et que le recours en cassation ne viserait que la violation de ce droit interne. Vous voyez que c'est très clair. C'est une jurisprudence abondante de la CCGA. Et si nous partons à la CCGA, parce que nous allons à la CCGA, pour aller annuler l'arrêt de la Cour suprême, Monsieur Perrin, Monsieur Christian Perrin, ça sera une honte pour le Congo-Brazzaville. Et c'est pour ça que je souhaite que les auteurs de ce vol se ressaisissent. Il y a une provision qui a été faite. Cette provision qui a été faite a été reconnue par RTL. Je vous dis que la provision a été En fait, reconnue par on RTL. comprend mieux maintenant pourquoi il continue à cacher, voilà, le contrat version anglaise, parce que finalement, il y a beaucoup plus de détails, comme vous l'avez dit, dès le départ. Mais bon, après, c'est aussi le climat des affaires qui prend un coup hein, au Congo-Brazzaville avec de tels comportements. C'est bien dommage. Daniel Henri Béré, nous sommes à la fin. Le temps qui nous étions partis touche à sa fin. Je vais vous laisser les quelques secondes qui nous restent hein, pour évidemment conclure, mais dire aussi, je sais que Wakamabe est en train de me suivre. Hein. Serge Wakamabe, j'ai entendu que tu avais perçu ta créance, donc voilà, j'attends la dîme alors. Monsieur Perrin, Oui, alors on peut conclure. merci, Monsieur Perrin, pour l'invitation que vous m'avez faite et je voudrais vous remercier pour l'importance que vous attachez à ce dossier. En tout cas, c'est une grâce pour moi. Non, Et non. je voudrais ici dire à mes frères congolais de ne pas désespérer. Lorsque vous avez une affaire en justice, il faut tenir bon. Tenez bon parce que le droit, c'est une science. Et il faut aussi que je dise à l'endroit du président de la République que j'affectionne que, Monsieur le Président de la République, ceux qui sont venus vous voir au Palais de la République vous ont menti. Il y a un contrat en version anglaise qui confirme la créance de votre fils que je suis et j'aimerais que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires pour que je sois rétabli dans mon droit. Voilà un peu, Monsieur Perrin, tout en vous remerciant infiniment pour, une fois de plus, l'importance que vous attachez à la cause qui est la mienne. C'est à moi de vous remercier, Daniel Henri Béré, d'avoir été avec nous, d'avoir disposé tout ce temps pour répondre à nos questions. Et c'était encore un grand plaisir hein, de vous avoir eu sur R7. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Vérifiez très bien si vous l'avez fait. C'est très important pour nous. Et partagez. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, non seulement de l'émission, mais aussi
du sujet que nous avons abordé et que pensez-vous de cette instrumentalisation de la justice par des politiques? Merci et à très bientôt.